nous avons le plaisir de recevoir Julien Bourdier. Bonjour Julien, on va ouvrir les micros. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes ingénieur conseil en prévention des risques professionnels à la CARSAT. Maxime Baraté, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes gérant de Bretagne Service Amiante, donc une société qui est représentant du CEDRE, donc du syndicat aujourd'hui. Julien Tracoen, bonjour Julien, deuxième Julien. Bonjour. Vous êtes référent amiante au PPBTP Pays de Loire. Céline Rouvray, bonjour Céline. Bonjour. Voilà, vous êtes référente amiante au PPBTP Bretagne, avec nous aujourd'hui, le PPBTP est en nombre. Merci à vous. Enfin, pour cette table ronde, Nicolas Burguin. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur adjoint de la Directe Bretagne. Alors pour commencer cette table ronde, finalement, on va commencer avec vous, Nicolas, puisque où en est-on de cette réglementation? Est-ce qu'on peut avoir un petit état des lieux? Alors, bien entendu, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui se connectent en ce moment, vous n'aurez pas là, pendant cette table ronde, une formation exhaustive à la réglementation amiante. Il nous faudrait, les participants pourront en témoigner, plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir vous délivrer toutes ces informations. Néanmoins, il me semblait important qu'on puisse vous apporter un certain nombre d'éléments. L'amiante est un risque majeur, toujours et encore, présent, futur, notamment dans le milieu de la construction, de la rénovation, surtout dans une période où on va engager de plus en plus de travaux de rénovation, notamment liés à des normes liées aux enjeux climatiques. Donc, pour vous donner un petit aperçu, le ministère du Travail, vous le savez, c'est un axe prioritaire d'intervention des agents de contrôle, et donc forcément, nous sommes sur le terrain en lien avec les collègues des institutions qui interviendront après, notamment la CARSAT et l'OPP, qui, pour eux aussi, l'amiante constitue un axe prioritaire d'intervention. Grosso modo, en France, on a une vingtaine de milliers d'interventions amiante par an, 2 millions de travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés à l'amiante, et surtout en termes de sinistralité, il faut avoir en tête que l'amiante est responsable de maladies professionnelles avec des fins tragiques dans 1500, à minima 1500 cas par an. Certaines études vont même au-delà, 3, 4, 5 000 en fonction des extrapolations qu'on fait des chiffres. Donc c'est vraiment un sujet majeur. Concernant les obligations liées à l'amiante, ce sont des obligations liées à la prévention du risque amiante, dans la mise en œuvre d'une évaluation des risques, la mise en œuvre de principes généraux de prévention spécifiquement adaptés à ce danger majeur que représente l'amiante. Donc, on a une réglementation qui est liée, eh bien, au fait de savoir est-ce que oui ou non on a de l'amiante dans un bâtiment, par exemple, et si oui, que doit-on faire pour pouvoir intervenir en distinguant ce qu'on appelle les travaux sur amiante, retrait, encapsulage, démolition, et les interventions, c'est-à-dire être amené à intervenir là où il y a potentiellement des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante. Donc, l'évolution réglementaire la plus récente, c'est l'obligation pour les donneurs d'ordre qui vont engager des travaux ou des interventions, d'établir un repérage avant travaux. Ça concerne tous les bâtiments qui ont été livrés avant le 1er janvier 1997, date à laquelle l'amiante a été interdite d'utilisation en France. Donc, c'est une obligation nouvelle qui s'impose à tous les donneurs d'ordre, qui s'articule parfois en fonction des délivrances de permis de construire, avec l'obligation qui était bien connue auparavant du diagnostic technique amiante, mais ça je reviens pas dessus. Donc le donneur d'ordre, repérage avant travaux, ça c'est faire appel à un opérateur de repérage pour pouvoir vérifier la présence d'amiante dans le bâtiment concerné par les travaux ou les interventions. Et si il y a de l'amiante, forcément faire appel à une entreprise dûment certifiée qui sera en charge de réaliser les travaux ou les interventions.
Donc, le donneur d'ordre est bien au cœur du dispositif, même si ce n'est pas lui qui va faire, il est bien là pour s'assurer que les différents intervenants pendant toute la phase des travaux ou des interventions interviennent en sécurité pour ne pas polluer l'environnement et contaminer les travailleurs ou les populations environnantes. Je vois qu'il y a une question sur les 20 000 interventions. J'ai pas la répartition, donc je peux pas vous dire là Oui, entre TP et bâtiment. En plus, en général, on a des agrégations plutôt BTP. Par contre, si les collègues de l'OPP, dans les interventions qui arriveront juste après, ont des éléments beaucoup plus précis, qu'ils n'hésitent pas à vous les donner. Oui, on va y revenir sur les questions. Merci Nicolas là, pour ce petite introduction. Quand on regarde Julien Bourdier sur le rôle de l'amiante, c'est ce que disait Nicolas, sur l'importance de l'investigation sur la part du du maître d'ouvrage. On peut parler de DTA et repérage. Finalement, il faut expliquer aussi au public la différence qu'il peut y avoir. Julien? Oui. Donc oui, on a pu voir avec l'introduction de Monsieur Bourguin que le risque amiante était quelque chose encore présent et qu'il y avait une grosse partie à réaliser pour le donneur d'ordre. Moi, je voudrais faire un zoom sur la partie évaluation du risque, comme on a pu évoquer. Donc, il y a une grosse phase d'évaluation du risque qui est avec le repérage avant travaux. Donc là, c'est pour tout ce qui est réalisation de travaux, y compris les opérations de travaux de démolition. Donc là, on est sur un contexte spécifique quand le maître d'ouvrage qui a des bâtiments qui peut contenir de l'amiante veut faire des travaux. Donc là, il y a vraiment une importance de bien caractériser la thématique et l'évaluation du risque. Donc pour ça, il y a donc un repérage avant travaux qui est à faire. Et plus ce repérage sera précis et complet, et plus il sera possible d'intégrer les mesures à prendre en compte dans les appels d'offres et bien entendu de pouvoir avoir ça sur le terrain avec des mesures de prévention spécifiques mises en place par les entreprises. Donc, concernant le dispositif concernant le repérage avant travaux, donc il y a une phase importante. Pour pouvoir bien le faire, donc les maîtrises d'ouvrage ont la possibilité d'avoir recours à plusieurs solutions. Donc déjà, le premier, c'est d'essayer de faire appel à des diagnostiqueurs et des entreprises de diagnostic dont le diagnostic peut être encadré. Donc pour ça, il existe actuellement des dispositifs de qualification spécifiques au repérage avant travaux, réalisés par des organismes de qualification et de certification. Et donc ça permet de garantir un rapport de repérage de qualité et permet aussi d'avoir une cartographie précise des matériaux pouvant contenir de l'amiante, s'il y en a. Et comme ça permet aussi de vérifier les compétences des opérateurs de repérage et aussi surtout des mesures de prévention qui pourraient être mises en place pour ne pas polluer les locaux. Alors, on a eu aussi une grosse évolution du milieu réglementaire sur la thématique amiante, avec la parution, donc on l'a vu en introduction, de nouveaux décrets qui met en avant les obligations de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage et notamment sur le repérage. Donc ça permet de prendre en compte ces arrêtés et aussi ça permet aussi de prendre en compte une norme spécifique pour le repérage avant travaux. Donc ça, c'est une première des étapes, c'est de s'appuyer sur un dispositif de qualification pour le repérage, mais il y a aussi, bien entendu, la possibilité de s'appuyer sur des maîtrises d'œuvre pour le donneur d'ordre, des maîtrises d'œuvre spécifiques amiante, ce qui permettra aux donneurs d'ordre de pouvoir avoir une vision beaucoup plus précise des risques et de mieux organiser les projets. Oui. Donc, oui. Allez-y, Julien, je ne veux pas vous couper. Non, mais allez-y. Après, c'était simplement pour… Donc, quand on regarde effectivement ces repérages, c'est ce que vous disiez, pour
voir où se trouve l'amiante et ensuite faire des travaux. Mais Céline Rouvray pour l'OPP-BTP, finalement, ensuite, quand on fait des travaux d'amiante, il y a les travaux en sous-section 3 ou en sous-section 4 et il y a des processus, il y a des méthodes pour intervenir. Est-ce que, je crois que il y a un dispositif qui est Carto-Amiante, vous pouvez en parler, qui est la version, on a dit V2, hein, la version 2. Vous avez bien avancé sur ce projet. Complètement, tout à fait. Donc, comme l'ont dit Monsieur Burguin et Monsieur Boudier préalablement, tout parle de l'évaluation des risques et cette évaluation, elle parle par rapport au repérage amiante. Et à l'issue de ça, ce repérage amiante permettra aux entreprises en fait d'estimer leur niveau d'empoussièrement par rapport au processus, c'est-à-dire à la technique d'intervention sur le matériau et les moyens de protection collective. Pour ce faire, il leur est demandé en fait d'estimer un niveau a priori. 2 champs d'action existent. Vous allez retrouver la base SCOLA, notamment pour la sous-section 3 principalement, qui est le système de collecte des laboratoires accrédités. Et l'OPBTP a développé au début du changement réglementaire en 2012 Carto-Amiante. Carto-Amiante, c'est plus de 600 situations de travail qui ont été mesurées pour en fait établir un outil d'aide à la décision des entreprises pour définir en fait leur niveau d'empoussièrement. Sur ces différentes situations, elles peuvent s'appuyer pour définir leur niveau d'empoussièrement et les mesures à mettre en place. Ces outils-là permettent de maîtriser au maximum l'ensemble des actions qui peuvent être mises dans la gestion du risque amiante pour anticiper au maximum l'intervention. Au travers de ça, à l'issue de Carto-Amiante, on a publié en fait ce qu'on appelle les règles de l'art. Finalement, en fait, c'est de rendre concret ces situations qui ont été mesurées au travers d'outils à disposition des entreprises qui vont permettre justement d'avoir la visualisation au quotidien des éléments et une simplification sur la mise en œuvre des différentes actions au travers du site des règles de l'art qui sont à disposition. Les règles de l'art, c'est pour les entreprises qui interviennent en sous-section 3 ou celles qui interviennent en sous-section 4? Alors, ça va être pour les entreprises qui interviennent en sous-section 4. Oui, donc d'accord. C'est la continuité entre Carto-Amiante, si vous voulez, et les règles de l'art. Ces règles de l'art, il y en a plusieurs. Il y en a combien? C'est comment ça fonctionne finalement? Quel est le lien avec Carto-Amiante? Le lien, en fait, toutes les situations qui ont pu être mesurées au travers de Carto-Amiante sont transposées en situation avec la phase préparation, intervention, décontamination, repli. Et à partir de là, vous retrouvez une dizaine de situations. Plus notre campagne Carto va évoluer, plus vous allez avoir des mesurages validés donc par l'ensemble des partenaires d'émission, plus le site, les règles de l'art vont s'amplifier de bonnes pratiques professionnelles. Oui. Est-ce que, Nicolas, finalement, je voulais pas vous couper, hein, Céline, mais on va revenir pour vous. Est-ce que, Nicolas, on voit que les entreprises, finalement, on accompagne les entreprises, elles utilisent bien ces règles de l'art? Ça vaut pour vous aussi, Julien Boudier. Comment est-ce que les entreprises s'emparent de ces sujets? Est-ce qu'elles l'appliquent? Est-ce que les maîtres d'ouvrage arrivent aussi à faire en sorte que sur leur chantier, ce soit bien réalisé? De plus en plus, et on l'espère, de plus en plus fort. Carto-Amiante, on a une première évaluation, comme Madame Rouviré vient de nous le dire. Donc c'est un processus. Hein, donc si on peut reprendre le terme, donc ça veut dire que on est parti d'un inexistant ou d'un existant. Où chacun se débrouillait un peu comme il le pouvait avec la mise en œuvre des réglementations amiantes, à quelque chose de beaucoup plus construit de façon interinstitutionnelle, à la fois en lien avec le ministère du Travail et les institutions comme l'OPP, la CARSAT et les organisations professionnelles. Et Carto Amiante est bien un outil d'aide à la prise de décision et à la mise en œuvre des obligations qui sont d'un haut niveau en matière de sécurité, en matière d'amiante. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est est-ce que est-ce que Carto Amiante qui s'enrichit régulièrement va avoir comme impact réel sur le terrain une amélioration des conditions, c'est le but de la manœuvre. Nous constatons, nous, dans les plans de retrait qui nous sont adressés, notamment, ou dans les processus qui nous sont transmis, une prise en compte, en tout cas,
des recommandations, des préconisations. De plus en plus, on se rend compte de cela. Il y a bien entendu encore des marges de progrès puisque tous ne respectent pas ces éléments, mais ceux qui ne le respectent pas sont ceux qui ne respectent pas d'abord le fait d'intervenir sur les matériaux amiantés en étant formés, certifiés, bref, en ayant le droit d'intervenir. Donc, si vous voulez, c'est les entreprises dont c'est le métier, qui font de l'amiante, qui font du retrait, enfin des travaux et des interventions amiantes, majoritairement et de plus en plus, respectent ces choses-là. Tout simplement parce que sinon, ils n'ont plus accès ou de façon assez difficile au marché public. Et il y a aussi des procédures de décertification, notamment des entreprises, et les audits sont assez stricts. Oui, Julien Oui, Tracoën. Oui, alors Julien Boudier. Oui, excusez-moi, il y a deux Julien. Oui, je voulais intervenir sur cette thématique, puisque effectivement, le risque amiante on va dire, est accompagné par la DIRECCTE, la CARSAT et l'OPP-BTP depuis de nombreuses années. Et on voit apparaître des choses, et que ça soit sur Carto ou sur d'autres dispositifs. Là, on a évoqué le dispositif de certification, donc qui est plutôt sur des opérations de retrait, qui lui est très encadré. Et là, on voit de l'amélioration des conditions de réalisation. Après, vous le verrez tout à l'heure, j'ai vu dans l'ordre du jour de la matinée qui a une grosse thématique sur l'intervention sur matériaux contenant de l'amiante, qu'on appelle sous-section 4. C'est là où il y a encore beaucoup de progrès à faire, et c'est pour ça que là, il y a des outils comme Carto. Il y a des outils qui sont aussi l'habilitation des organismes de formation pour monter en compétence les opérateurs en sous-section 4. Donc, oui, avec ces différentes actions, avec ces différents outils, on espère avoir un réel changement de ce risque sur le terrain. Oui, Julien Tracoën sur ces outils. Ensuite, on verra avec Maxime, parce qu'on parle terrain, Maxime, donc vous, c'est votre quotidien. Sur les outils, effectivement, pour accompagner les entreprises et les maîtres d'ouvrage, vous développez plein d'outils. Alors oui, c'est vrai que nous, l'outil phare pour l'OPP-BTP, ça va rester Carto et les règles de l'art, parce que ce qui est le plus visible aujourd'hui. Mais il y a des documents qui sont accessibles sur notre site préventionbtp.fr, et notamment un guide qui s'appelle Prévention du risque amiante, rôle et responsabilité du donneur d'ordre. Donc c'est un document qui est référencé A4G0318 pour ceux qui veulent le récupérer, et il est téléchargeable gratuitement. Et en fait, sur ce guide, vous allez retrouver un peu ce qu'a présenté les autres personnes présentes lors de cette table ronde. Donc un peu l'amiante sur son contexte, les risques, le repérage amiante. Et puis après, on va jusqu'à qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer les travaux. Donc c'est plutôt intéressant pour la partie donneur d'ordre. La réalisation et le suivi des travaux, différents points, les actions qu'on peut mener par rapport à ça, un point sur la gestion des déchets, et puis les cas particuliers par rapport aux bâtiments sinistrés, qui sont souvent assez compliqués à gérer et organiser pour ces travaux-là. Donc, ce guide-là, qui date de 2018, mais qui est une nouvelle version, voilà, c'est une mine d'or sur pas mal d'informations. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce document-là parce qu'il n'est pas trop mal. Deuxième outil aussi, qui est aussi à destination des donneurs d'ordre, ça va être la formation. L'OPP-BTP réalise des formations de 2 jours sur gérer un projet contenant un lot amiante, donc à destination des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des coordinateurs SPS. Et lors de cette formation-là, en 2 jours, on explique comment suivre et organiser un chantier de retrait ou d'intervention en présence d'amiante. Oui, est-ce que ces formations, elles concernent aussi bien, là on parle des collectivités en ce moment, elles concernent aussi bien ce qui se passe sur la voirie et l'espace public que dans les bâtiments? Est-ce qu'on traite tous ces sujets? Tout à fait, complètement. On est aux interventions intérieures, extérieures, pour bâtiments, pour travaux publics. C'est vraiment organisé parce que la réglementation est la même pour le TP comme le bâtiment. Donc voilà, là on traite le sujet dans sa globalité. Oui. Maxime, je crois que vous êtes, vous représentez le CEDRE, mais vous êtes aussi entrepreneur, donc vous intervenez dans la réalité, sur les chantiers. Donc aujourd'hui, sur quel type de bâtiment vous intervenez et qu'est-ce que vous constatez vis-à-vis de cette réglementation amiante qui a beaucoup évolué récemment? Est-ce que vous m'entendez là? Oui. On vous entend. Ok.
juste, alors, par rapport à la réglementation, nous, alors moi j'interviens surtout avec des bailleurs sociaux, donc en partie. J'interviens aussi pas mal sur les sites industriels, donc avec des industriels, donc sur des gros sites industriels avec des outils de production en dessous. Nous, par rapport à ces obligations du maître d'ouvrage, on est encore aujourd'hui à rappeler, et c'est pour ça que j'ai noté le guide de l'OPP là pour transmettre ces informations aux maîtres d'ouvrage qui sont un peu perdus, même s'ils ont un système qualité ou quoi que ce soit, ils sont encore aujourd'hui un peu perdus et ils nous demandent encore qu'est-ce qu'ils doivent faire et quelles sont leurs obligations. Notamment, j'ai eu encore le cas en début d'année avec un gros industriel qui me disait mais qu'est-ce que je dois faire en fait quoi. Et on leur rappelle que s'ils ont un DTA, que c'est pas suffisant, que on est bien obligé d'avoir un diagnostic avant démolition ou avant travaux, avant de commencer les chantiers, pour avoir justement notre bonne analyse de risque. Donc on est encore par rapport à la réglementation, on est encore voilà. Je pense que sur le terrain il y a encore du boulot à faire. Nous en tant que professionnels et en tant que sachants, on essaie d'amener notre expérience et puis de aussi les aider à évoluer de ce côté-là. Parce que nous aussi, lorsqu'on est audité par nos organismes certificateurs, on nous demande clairement d'avoir le bon document en face par rapport à notre analyse de risque, parce que tout découle de ce document en fait de repérage. Hein, il faut pas l'oublier. Et puis, autrement, pour revenir sur le terrain par rapport à la sous-section 4 et sous-section 3, donc nous on intervient plus en sous-section 3, on fait des interventions en sous-section 4, mais c'est minime. Et on voit encore qu'il y a un grand flou sur la sous-section 4, notamment sur certaines entreprises qu'on voit qui sont spécialisées dans la sous-section 4, qui n'ont pas encore de mode opératoire et qui se retrouvent à faire des chantiers d'ampleur en sous-section 4, sachant que ça serait de la sous-section 3. Donc on s'aperçoit qu'il y a un delta entre ce qu'on peut voir en sous-section 4 et le respect des règles par rapport aux professionnels que nous on représente, avec plus des entreprises de désavantage sous-section 3 et avec une certification en fait. Donc, ouais. Donc voilà, je constate aujourd'hui sur le terrain en fait. Oui, on va y revenir. Tiens, on a un petit sondage pour vous, un petit quiz en direct. Ça, vous avez pas prévenu, cher conférencier public, qu'il y avait un quiz qui allait arriver. Je vais vous autoriser même vous à voter. Alors mettez bien en plein écran pour voir le quiz et que ça va alimenter notre débat. Vous allez voir. Donc il y a deux questions. La première question: les collectivités territoriales sont responsables pénalement en cas de manquement au principe de prévention amiante. Vrai ou faux? Vous pouvez cocher, vrai ou faux. Et puis la norme, vous en avez commencé à parler, Julien, mais vous allez en reparler. La norme NFX 4602 concerne les infrastructures de transport, les réseaux et leur équipement, les ouvrages de génie civil. Faites attention, il y a un petit piège. Soyez vigilants. Allez, je vous laisse 10 secondes pour voter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez-y, 4, 3, 2, 1 et 0. Je mets fin, voilà, j'ai été nombreux à voter. Allez, je mets fin au vote et je vous présente les résultats. Peut-être qu'on peut, on peut le partager là. Nicolas, vous voulez commenter la première question? Les collectivités territoriales sont responsables pénalement? En leur qualité de donneur d'ordre, on l'a rappelé, il y a des obligations, effectivement. Les obligations liées à l'amiante ne sont pas que du fait de l'entreprise employeur de travailleurs de l'amiante, ne sont pas le fait que du propriétaire d'un bâtiment, ils sont le fait aussi de la personne qui va diligenter les travaux. Donc le donneur d'ordre, oui, qu'elle soit collectivité territoriale ou autre, mais collectivités territoriales y compris, peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de défaillance à certaines réglementations, certaines parties de la réglementation amiante, pas dans le détail, mais on a à la fois de la responsabilité pénale, mais nous avons aussi maintenant de la responsabilité, on va dire, non pénale mais administrative, puisque des sanctions administratives peuvent être aussi prononcées à l'encontre des donneurs d'ordre qui ne respectent pas
les obligations liées à l'amiante. Donc le public avait raison en votant vrai à 100% d'ailleurs. Il n'y a pas de Voilà. doute. Il n'y a pas que des responsabilités pénales. Il y en a d'autres. Et merci de le préciser. Peut-être Julien Boudier, sur la deuxième question. C'était la norme, vous en avez parlé, NFX 46020 du 5 août 2017. Qu'est-ce qu'il fallait répondre alors ? Alors, je ne vais pas répondre exactement à votre question, puisque moi, j'évoquais la norme 46020, et là, vous posez une question sur la 4602. Oui, alors qui c'est sont deux normes 4602, différentes. pardon. Voilà, donc la 46020, c'est sur sur les missions de repérage avant pour le diagnostic. Celle-ci, c'est plus c'est un peu sur une autre thématique. Donc Ouais, celle-ci, il fallait répondre effectivement. Le public s'est pas trompé. Il fallait répondre les trois réponses. C'était les infrastructures de transport, les réseaux et les équipements, et les ouvrages de génie civil. Voilà, mais ça concerne beaucoup les voiries. Alors, si on regarde, merci pour ce retour sur ce sondage, ce quiz. Si on regarde il y a des maths amiantes aussi, peut-être Julien Tracoen, on peut en parler quelques minutes parce que là c'est les plans de retrait. Là, on parle pour les entreprises qui font c'est les entreprises qui font la section 3, hein, c'est bien ça? Voilà, exactement. Aujourd'hui, les entreprises qui réalisent des opérations à SS3 ont l'obligation de transmettre leur plan de retrait un mois avant à plusieurs organismes, y compris services de santé, DIRECT, CARSAT et OPP. Donc là, il y a un projet qui est en cours, qui avance, ça s'appelle Demat Amiante. Et en fait, Demat Amiante, ça permettra, c'est une plateforme en fait de stockage des plans de retrait qui sera unique pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils envoient une trame, enfin leur plan de retrait dans leur format qu'ils ont défini, et ils doivent l'envoyer à tous ces organismes-là. Et ben là, cette plateforme-là, ça permettra de remplir un plan de retrait qui sera une trame unique pour tout le monde et qui sera visible par tous ces organismes-là. Voilà, donc c'est une plateforme de stockage. Aujourd'hui, elle est en test sur la région Hauts-de-France et Pays de la Loire. Oui. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne sur le fonctionnement. C'est pas un outil qui sortira tout de suite, mais on est en bonne voie en tout cas. Ouais. Il y a GeoCapa qui fait une remarque qui dit, là on peut prendre quelques questions du public, qui dit les maîtres d'œuvre persistent à vouloir forfaitiser les demandes de repérage avant travaux et démolition. Est-ce que ça vous le constatez? Est-ce que c'est une difficulté? Maxime, je vous vois sourire. Oui, non, en fait, il y a alors c'est les maîtres d'œuvre ou les maîtres d'ouvrage, on va parler plus du maître d'ouvrage. Il y a certains maîtres d'ouvrage qui ont pris conscience que de toute façon, un mauvais repérage avant des gros dossiers d'appel d'offres, c'était une source à ennui. Il y a beaucoup plus maintenant de maîtres d'ouvrage, notamment des bailleurs sociaux, qui prennent ça à bras le corps et qui font de plus en plus de repérages et qui scindent de plus en plus de façon précise. Quand je vais vous donner un exemple sur un bâtiment où il y a 10 appartements, en fait, on va avoir quasiment un rapport par appartement avec des prélèvements beaucoup plus précis. Et effectivement, il y a encore des maîtres d'ouvrage qui, entre guillemets, la jouent un peu à l'économie et disent voilà, je veux quelque chose de forfaitisé. Donc la question est judicieuse et tournée dans l'axe économie. Je pense que le maître d'ouvrage doit bien prendre conscience que il faut pas partir sur du forfait, il faut partir sur le terrain. On peut pas forfaitiser. C'est comme vous venez voir un des amianteurs et vous demandez un prix forfaitaire. On peut pas faire de prix forfaitaire parce que chaque chantier est différent, chaque diagnostic est différent et l'approche d'un chantier et l'analyse du risque est différent par rapport à plein d'éléments. Donc en fait, on peut pas, on n'est pas dans un métier. Je pense que le repérage amiante avant travaux, c'est pas un métier comme on va appeler un carreleur. Donnez-moi un prix au mètre carré pour 10 mètres carrés de carrelage. Et le métier de désamianteur, c'est aussi un métier comme ça. Et on peut pas forfaitiser les choses. Je pense que la question est judicieuse et pour moi, il faut inciter les maîtres d'ouvrage à arrêter de partir sur des forfaits, à dire à l'économie, on va faire moins de prélèvements. Et en fait, au final, ils vont se mettre dans des situations difficiles. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est mon point de vue par rapport au terrain, en fait. Nicolas Burguin. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Monsieur Baraté, nous à la Directe,
dans les dialogues qu'on a avec les différentes organisations professionnelles ou les représentants de certains secteurs d'activité, ce sont les messages qu'on fait passer. C'est-à-dire que à partir du moment où on dit qu'une évaluation du risque, elle se fait in concreto, en fonction des situations, en fonction de ce qu'on rencontre concrètement sur un chantier, ipso facto, on ne peut pas avoir du forfait. Enfin, la sécurité, elle ne se forfaitise pas. La sécurité, elle s'adapte aux conditions réelles d'exécution d'un chantier. Alors effectivement, des participants nous dit il n'y a pas que les bailleurs sociaux. C'est vrai, mais les bailleurs sociaux, ce sont de grands donneurs d'ordre. Beaucoup de travaux, je disais en introduction, on va avoir là quelques années devant nous avec je globalise ça sur les liés aux impératifs climatiques de mise en conformité de bâtiments. Ben forcément, on va avoir des donneurs d'ordre qui vont essayer de maximiser le coût de tout cela. On sait que c'est un coût. Donc nous, on a des dialogues dans différentes instances. Je vais pas les détailler, mais il y en a nécessairement beaucoup, même si ce ne sont pas les lieux où on parle normalement d'amiante. C'est un lieu où on croise les donneurs d'ordre et auxquels on fait passer des messages. Oui. Il y a une question de Salah qui dit pouvez-vous détailler les procédures à prévoir pour les maîtres d'ouvrage dans le cadre de missions de repérage avant travaux sur les voiries en particulier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre là-dessus? Qu'est-ce que quand je suis collectivité, j'ai des travaux en voirie, qu'est-ce que je dois faire? Julien, un des Julien Boudier, Julien Tracoen ou Céline? On retrouve les mêmes obligations puisqu'il y a eu toute une évolution au niveau des normes de repérage en ce sens pour justement pouvoir toujours dans le même principe en fait identifier, évaluer le risque et pouvoir mettre après toutes les méthodologies ad hoc pour pouvoir intervenir et essayer d'anticiper et d'être le plus exhaustif dans l'analyse de risque, c'est aussi une notion de réduction des aléas de chantier, réduction des délais et aussi des coûts. C'est un triptyque en fait gagnant en ce sens. Oui. Est-ce que Carto Amiante, vous traitez sur Carto Amiante et sur les règles de l'art la voirie et les réseaux? Combien est-ce qu'il y a de fiches qui concernent ces sujets? Alors, aujourd'hui, on n'a pas une validation absolue sur des mesures de travaux publics puisqu'il nous faut un certain nombre de mesures, donc 10 mesures validées pour pouvoir passer la mesure dans Carto Amiante. Ouais. On est toujours en recherche, donc on invite évidemment les entreprises à se rapprocher de nos services pour pouvoir en fait justement aller faire de l'analyse et de la mesure de chantier avec eux pour enrichir cette base de données Carto. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, pardon, Céline. Allez-y. Est-ce qu'on peut dire finalement, mais ça vaut pour tout le monde, est-ce qu'on peut dire que finalement la voirie, les collectivités, en tout cas l'espace public, a été un peu oublié? C'est-à-dire que je suis un peu volontairement, je vous provoque un petit peu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup fait sur le bâtiment. C'est ce que il y a encore beaucoup à faire. Maxime le décrivait, mais on a encore un peu, on a beaucoup de travail à faire sur l'espace public, les voiries et les réseaux, parce que c'est passé un peu en second plan. Nous, personnellement, moi, je commence à le voir de plus en plus sur les emprises de démolition, par exemple, avec les prélèvements qui sont faits sur les parkings attenant au bâtiment qui va être démoli. Donc, je pense que ça a été pris de plus en plus en compte, notamment en Bretagne, où on a trouvé pas mal de régions avec des présences d'amiante dans les enrobés. Donc après, moi, c'est pas trop ma partie, donc il faudra peut-être pas poser des questions plus à des entreprises comme Eurovia ou des entreprises qui interviennent sur les enrobés, mais autrement sur des démolitions, oui, on commence à voir quand même des prélèvements avec présence ou pas d'amiante dans les enrobés. Oui, au niveau des... pardon. Oui. J'ai pas levé la main, pardon. Non, je disais qu'en fait, là, on était sur la question des voiries au sens très large. Finalement, on va avoir pas une inversion des obligations, mais le flux va être inversé. Je m'explique. Les entreprises comme Eurovia, enfin bref, les entreprises des travaux publics vont
ont déjà, mais leurs obligations vont s'accentuer à l'égard de leurs travailleurs. On parlait de l'amiante, mais quand on parle de voirie, il va falloir maintenant parler de plus en plus de la silice aussi. On a aussi Cartosilice qui arrive et qui a à peu près le même principe que l'amiante. La silice, reconnue CMR depuis le début de cette année, qui va engendrer de nouvelles obligations. De fait, une entreprise, vous avez parlé de Rovia, mais qu'importe, ne donnons pas de nom, des entreprises de TP qui vont intervenir, vont se dire à quoi j'expose mes travailleurs. Et pour cela, va dire au donneur d'ordre, attendez, là on intervient sur de la voirie, il va y avoir potentiellement plusieurs risques. Et donc, en remontant, le donneur d'ordre, il va devoir reprendre ce que Céline disait, analyser le risque, mettre en œuvre les repérages les repérages en fonction de la nature des matériaux et des travaux à venir, et prendre les mesures à destination des entreprises. Donc forcément, on va avoir cette évolution-là qui va se faire aussi. Oui, effectivement, on voit les CMR. Alors peut-être Nicolas, on peut juste, c'est un acronyme, réexpliquer ce que c'est les CMR. Oui, pardon, les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc c'est la catégorie la plus dangereuse des agents chimiques dangereux. Voilà. Voilà, on avait le coronavirus, maintenant il y a les CMR aussi. Les CMR étaient présents bien avant ce coronavirus-là. Une remarque de Monsieur Delcros ou Madame Delcros, c'est l'interdiction du forfait. Dans le repérage a été repris dans le décret du 16 juillet 2019 modifié. Donc réglementairement, c'est pas possible pour un maître d'ouvrage de forfaitiser. Hein. On est bien d'accord avec ça, Julien Boudier? Oui, je suis tout à fait d'accord, moi, déjà, sur la notion de forfait ne peut pas être appliquée puisque l'opérateur de repérage doit faire des investigations et en fonction de ce qu'il découvre, doit procéder à des analyses. Donc, le coût de l'analyse peut être défini au prix unitairement, mais on peut pas on ne sait pas quand on arrive sur une opération de repérage combien il y aura d'analyses à faire. Donc, on ne peut pas forfaitiser pour cette raison. Pour l'OPP-BTP, les entreprises qui viennent vous voir dans le cadre de prévention, là on parlait des entreprises de bâtiment, on les segmente un peu, on les sépare volontairement. Les entreprises de TP, on en parlait. Est-ce que les entreprises de TP viennent vous voir aussi souvent que les entreprises de bâtiment et donc je reviens à ma question, est-ce qu'on n'a pas un peu beaucoup travaillé sur le bâtiment et un peu oublié les travaux publics et l'espace public? Je dirais que c'est aussi un peu l'historique de notre réglementation qui a beaucoup focalisé au départ sur toute la notion d'immeuble bâti et puis progressivement, le risque amiante est présent sur bien d'autres endroits et on continue finalement d'informer et de conseiller l'ensemble en fait des parties prenantes, que ce soit du bâtiment comme du travaux public. Oui. Et on les accompagne au même titre sur cette thématique. Julien, vous vouliez préciser quelque chose? Oui, concernant cette distinction. Ah, oui. c'était pas le. Mais vous avez deux Julien, mais c'est ma faute. Mais allez-y. Julien Boudier, ensuite Julien Tracot. Je me dépêche. Oui, en fait, cette distinction entre bâtiments et travaux publics, elle est aussi, on a parlé réglementairement, mais on suit aussi l'évolution des connaissances techniques. Dans les travaux publics, dernièrement, ce qui est arrivé, c'est au niveau des enrobés, mais tout ce qui est au niveau des réseaux, donc les canalisations, on sait depuis de longue date que les canalisations peuvent contenir de l'amiante de par leur conception. Donc ça, il y avait déjà une thématique très présente sur la notion de canalisation. C'est bien la notion d'enrobé et de structure de chaussée qui est apparue dernièrement et qui a élargi, entre guillemets, le champ d'application de la thématique amiante, on va dire, du bâtiment aux travaux publics. Oui, Julien, le deuxième. Non, Julien. moi, je rejoins exactement ce que dit Julien, mais c'est que aujourd'hui, on va dire tout ce qui est réseau enterré, ça marche plutôt bien. Les entreprises anticipent, le risque est identifié, il est maîtrisé en la plupart du cas, mais c'est cette problématique enrobée qui souvent est même méconnue, et même pas connue du tout. Et c'est là que le bas blesse. Et après, pour revenir aussi sur les stratégies d'échantillonnage, moi j'insiste aussi, c'est que faut que ça soit représentatif, quoi. Le labo, il faut qu'il y ait cette liberté de pouvoir faire et de vous rendre un avis qui soit représentatif au chantier. Et le faire un forfait, ça limite et surtout ça empêche cette représentativité qui est indispensable pour évaluer votre risque.
Oui, là, on parlait de l'analyse en laboratoire. Hein. Ouais, bah en fait les prélèvements, quand on voit, récemment j'étais sur un chantier travaux publics où ils avaient sur plusieurs kilomètres de travaux à réaliser. Ils ont fait les prélèvements sur 100 mètres et puis c'est tout. J'ai du mal à voir comment on peut analyser et évaluer son risque sur 100 mètres alors qu'on a 1 kilomètre à faire. Oui. Nicolas Burguin, il y a aussi, là je parle des contrôles qui sont faits, parce que sur les chantiers de travaux publics, c'est souvent, ça peut être des gros chantiers. Alors il y a du petit et du gros, hein. Il y a des multitudes de petites interventions, mais des fois il y a des grosses interventions. Est-ce qu'il y a des contrôles qui ont lieu, effectivement, ce que vous décriviez, Julien Tracoën, pour qu'on s'assure que les entreprises et les maîtres d'ouvrage fassent bien les repérages correctement? Des contrôles dans le BTP, bâtiments et travaux publics, oui, il y en a. C'est un axe, c'est un secteur d'activité qui, au regard des risques identifiés, est un secteur d'intervention prioritaire. Vous avez les chutes de hauteur, action prioritaire nationale. Vous avez l'amiante, action prioritaire nationale. J'ai parlé de la silice, qui va devenir une action prioritaire. Bref, vous avez un certain nombre de choses. Les ambiances thermiques, notamment le travail lorsqu'il y a des pics de chaleur, des canicules, où on est très mobilisé durant la période estivale sur les chantiers des travaux publics. On a eu l'année dernière en Ille-et-Vilaine et en Bretagne de nombreux accidents, dont des accidents mortels liés à des conditions de travail particulièrement extrêmes sur des chantiers du travaux publics. Donc oui, nous sommes présents, les agents de contrôle de l'inspection du travail sont présents sur le terrain. Est-ce que systématiquement il est question d'amiante? Bien sûr, non, bien entendu. Quand la question se pose, évidemment, les agents de contrôle vérifient que toute la chaîne d'intervention, cet écosystème des amiantages ou intervention sur amiante, soit mobilisé conformément aux réglementations. Ouais. Julien Boudier, on avait eu une intervention il y a quelques semaines, quelques jours de la médecine du travail qui nous faisait cas de travailleurs qui de plus en plus aussi avaient peur d'avoir été exposés à l'amiante et avaient peur que les contrôles, les repérages n'aient pas été bien faits finalement. Est-ce qu'on peut dire que demain c'est le travailleur qui lui-même va être le contrôleur final en disant je veux pas m'exposer sans que ce soit bien réalisé? Alors, oui, alors la réglementation amiante, elle est tournée vers l'entreprise et vers le donneur d'ordre, donc c'est bien à eux de gérer ce risque-là. Après, l'approche individuelle du travailleur est effectivement possible par la médecine du travail qui, par des investigations ou par j'ai perdu le nom, mais j'allais dire des tests, mais c'est pas exactement le terme que je choisis, mais peut remonter ça au niveau de l'entreprise pour que ça soit pris en compte. Mais c'est bien au chef d'entreprise, au donneur d'ordre, d'appliquer la réglementation, d'organiser les contrôles et les mesures de prévention. Oui, il y a une question de Salah qui nous dit dans les travaux publics, quid de l'amiante naturelle dans les granulats? Est-ce qu'il y a quelqu'un, Julien Tracoën? Je peux intervenir et Julien pourra compléter. Dans le même esprit que Carto-Amiante et Carto-Silice, nous sommes au niveau de l'OPB-BTP en train d'établir ce qu'on appelle le Carto-PMAI. Donc c'est pour les particules allongées minérales, où justement en fait par rapport au rapport de l'ANSES de mémoire de 2017, qui est venu en fait un petit peu identifier cette particularité de l'amiante, puisque c'est un élément naturel comme c'est précisé, et selon son caractère dit asbestiforme ou pas. Et à partir de là, on a lancé en fait une campagne de mesurage. Donc voilà, plus on va avoir d'entreprises et de mesurage, plus on va pouvoir enrichir ce rapport et pouvoir le mettre à disposition des entreprises. Oui, ça se trouve sur votre site également? Oui, alors pour l'instant, le rapport n'est pas publié puisqu'on continue en fait les mesurages. Avec toute la difficulté d'avoir des sites dédiés. Je pense que Julien peut compléter. C'est qu'il y a des cartographies qui sont faites par région sur les secteurs qui sont avec potentiellement de la présence de PMAI. Et on a la recherche d'entreprises qui souhaiteraient et qui nous permettrait de mesurer ces empoussièreements lors de travaux, différents travaux. Et ces cartes sont assez précises sur les lieux d'intervention. Oui. Voilà. On est à la recherche de personnes, en tout cas.
Voilà, donc c'est un appel à la candidature. Hein. Si C'est vous ça, êtes entreprise, vous avez Tout à vous avez fait. des chantiers. Effectivement, peut-on connaître PMAI? Là, on pose la question de c'est quoi PMAI? Juste attention aux acronymes. Ça veut dire quoi? Particules minérales allongées d'intérêt. Voilà, donc c'est de nouvelles particules finalement dans lesquelles il y a de l'amiante, hein, pour certaines. Voilà, en fait, c'est de pouvoir permettre d'avoir une cartographie de l'intérieur du sol, de pouvoir définir si finalement on a un caractère asbestiforme dangereux ou si on n'a pas ce caractère-là. Il y a Martinazzo qui pose la question, là je crois que c'était Nicolas qui avait dit sur lequel il y a eu des problèmes l'été dernier, c'était des travailleurs d'amiante en canicule, c'est ça? Il y avait Oh, ils travaillaient pas forcément sur l'amiante, mais ils étaient sur des chantiers de travaux publics. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir dans le travaux public, oui, en fonction du secteur d'intervention de l'amiante. En l'espèce, les accidents du travail qui ont eu lieu n'étaient pas liés à des travaux d'amiante, étaient liés à des travaux d'enrobés. Hein, mais on est sur d'autres agents chimiques dangereux. Mais oui, ce sont des travailleurs. Donc, l'employeur de ces travailleurs a fait travailler ses salariés. Il faisait plus de 40 degrés en plein été, et eh bien nous avons eu de mémoire en Ille-et-Vilaine au moins 2 décès directement liés à ces travaux. Donc vous faites de l'enrobé à 40 degrés minimum. Bon bah voilà, je vous fais pas de dessin sur la fiabilité de l'évaluation du risque et la responsabilité de l'employeur en la bien matière. sûr. Bien sûr. Une dernière question, peut-être. Allez, je vous la pose, Maxime, sur les déchets, puisque Alors, je vois vous allez ouais, vous ouvrez les yeux. sur les déchets, là, des innovations dans la gestion des déchets. Alors nous, au CEDRE, on a soulevé ce point-là, notamment avec une loi qui doit sortir sur l'économie circulaire, Ouais. sur la responsabilité du maître d'ouvrage à traiter les déchets d'un chantier les déchets issus des travaux et des chantiers mis en œuvre. Après, pour vous dire, normalement, c'est une loi qui devait passer ou qui doit passer et qui va impacter un peu la gestion des déchets de demain. J'ai pas trop d'autres infos à vous donner. Alors, je sais pas si autour de la table, il y a des gens qui peuvent compléter un peu, mais normalement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer sur le sujet et qui va avoir un impact assez important parce qu'en fait, on demande aussi de retourner vers les producteurs. En fait, on va jusqu'aux producteurs pour payer une sorte de taxe et que les déchets soient gérés par des centres certifiés et que les producteurs aujourd'hui participent au recyclage en fait des déchets liés aux déconstructions des bâtiments. Alors la difficulté justement se pose au niveau de l'amiante parce qu'on n'a plus de producteurs d'amiante et donc il y a une sorte de distorsion et de discorde qui se fait sur le sujet de l'amiante par rapport à ce retraitement des déchets. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de bouger sur la gestion des déchets. Nathanaël du CEDRE aurait pu vous répondre bien plus en détail sur le sujet. Moi, je vous retranscris ce que j'ai vu avec le CEDRE. Mais Monsieur Burguin, je vois hoche la tête, il a peut-être des informations à nous donner sur le sujet. Donc, Voilà. Alors, c'est au sens beaucoup plus large. Nous avons, engagé à la Directe Bretagne des contrôles et bien entendu ensuite un accompagnement des déchetteries. Pas des déchetteries gérées en direct par les collectivités locales, hein, puisque les agents de contrôle n'ont pas de compétences, mais les déchetteries qui sont en délégation et gérées par du privé. Donc il y a eu des contrôles. Et effectivement, la question se pose, c'est sur les gravats, et donc forcément, elle se posera encore plus avec ce que vous disiez, Monsieur Baraté, sur l'économie circulaire, et donc forcément les gravats arrivent, mais dans les gravats, c'est ce que j'appelle le tout venant des gravats, on n'est jamais certain de ne pas avoir la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Or, on sait que quand vous allez dans une déchetterie, vous larguez le tout venant gravat, et puis allez à Iacta Est, croisons les doigts qu'il ne se pose aucun problème. Mais ça, on peut pas, cet état de fait-là ne peut pas être maintenu, puisque on va démultiplier ces recyclages, et donc forcément il va falloir qu'on se mette dans une dynamique de se dire, quand on va recycler les gravats, notamment, comment on fait
pour savoir si oui ou non il y a de l'amiante dedans. Donc normalement, si les travaux, si les repérages et toute la chaîne qu'on a évoquée depuis le début de la conférence se met en place réglementairement, ben, il n'y a pas de souci, on peut tracer normalement, puisque les déchets amiantes doivent être traités à part, mais on sait très bien qu'il peut y avoir des difficultés, donc il va falloir savoir tracer ces gravats tout venant qui vont aller dans des déchetteries. Alors, il y a des initiatives locales qui ont été mises en œuvre notamment en Bretagne, sur ce cercle vertueux dans l'attente d'une réglementation. Bien voilà des initiatives portées par les acteurs privés se mettent en place pour justement avoir ce cercle vertueux de travaux, tri, valorisation, recyclage des gravats. Mais donc on a cette problématique amiante qui est présente et qui va l'être de plus en plus. Voilà, donc ça sera le mot de la fin, hein, Nicolas. C'est que on n'a pas fini d'en entendre parler, mais ça c'est normal. C'est que l'amiante c'est un gros sujet. Il y a les déchets de manière globale. On voit la silice. Hein, merci d'en avoir parlé aussi. En tout cas, c'était merci à vous tous et toutes pour cette table ronde. Merci beaucoup Céline, Julien Tracohen et Julien Boudier, Nicolas Burguin, Maxime Baraté. Du coup, comme j'ai cité les noms de tout le monde, Céline Rouvray et également. C'était un grand plaisir de vous avoir avec nous en direct de Rennes. On va continuer donc cette conférence, mais restez avec nous tous les 6, pardon, puisqu'on va parler, là on va voir, d'ailleurs on se pose la question, c'est comment est-ce que les maîtres d'ouvrage perçoivent le risque amiante. On va vous présenter les résultats d'une étude et c'est Protis qui va faire ce travail-là, et donc ça c'est très intéressant, mais comme toutes les interventions. Ensuite, on va parler de la catégorisation des chantiers avec le CEDRE qui va intervenir. Donc là, on va avoir des présentations PowerPoint, mais avec des petits quiz, vous allez voir, et aussi on prendra vos questions, cher public. Ensuite, on a Soprema qui va parler de formation spécifique SS4. Hein. On voit que c'est un gros sujet. Vous parliez de SS3, ce que j'ai compris, c'est que c'est à peu près sous contrôle, même s'il y a encore des choses à faire. Mais la SS4, il y a beaucoup à faire, et notamment aussi sur les bâtiments comme sur les voiries. Et puis on parlera de c'est Eurofin enfin en analyse amiante. Vous en avez parlé, Julien, qui parlera de l'analyse sur la norme 46-102, les nouvelles méthodologies, aussi d'analyse de l'air qui arrive en 2021 et qui impacte aussi les maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre. Voilà. Merci à vous tous.